20 ans, l'Internet a transformé nos vies de manière radicale, au Québec comme partout sur la planète. Cette révolution a tout d'abord changé nos méthodes de travail, puis progressivement nos habitudes, notre quotidien. À lui seul, le site Facebook compte maintenant plus de 700 millions d'utilisateurs des 4 coins du globe. Consciemment ou non, nous acceptons que nos vies soient de plus en plus exposées dans cette immense vitrine. Une vitrine ouverte à tous les regards, où s'affichent tous les fantasmes, éveillant toutes les pulsions, les meilleurs comme les pires. Avec le web est née une nouvelle forme de crime, de nouvelles espèces d'agresseurs. Et le Québec n'y échappe pas. Ce qu'un couple peut faire dans son intimité, puis bon, il y a une banque d'images, c'était pas prévu pour que ça soit diffusé. C'était quelqu'un qui essaie de me détruire. J'ai arrêté de travailler 6 mois, j'ai demandé de changer d'école. Et j'ai eu des évaluations psychologiques. J'ai pensé au suicide, j'ai pensé à tout. Personne n'est maintenant à l'abri d'une attaque virtuelle. Il y avait un gars qui était un peu agressif avec moi et avec d'autres personnes, tu sais. Il était agressif. Puis là, de temps en temps, le ton montait un peu, tu sais. Puis à un moment donné, il m'a fait des menaces. Les crimes sur le web sont nombreux et variés. Fraude, diffamation, vol d'identité, intimidation, voyeurisme, pour ne nommer que ceux-là. Et les victimes les plus vulnérables sont les plus jeunes. Le leurre d'enfants est le crime qui connaît la plus forte augmentation au Canada et en Amérique du Nord. C'est un type de crime en augmentation, qui ne va pas aller en diminuant, il va aller en augmentant, parce que les cyberprédateurs, le portrait, 80% 35 ans et moins, ils ont grandi avec Internet. C'est des objets sexuels. C'est ça que c'est dans son esprit à lui. Lui, il chasse sur Internet, puis il cherche des objets sexuels qui sont dans les faits des petites filles. Les jeunes d'aujourd'hui font partie de la génération Facebook. Pour eux, le monde virtuel n'a pas de secret. Internet, c'est leur univers, leur deuxième maison. Les ados d'aujourd'hui ont accès à Internet. Internet est partout, que ce soit sur l'ordinateur, maintenant à l'école, on a accès à des postes informatiques, les téléphones intelligents. Donc, les parents ne peuvent plus nécessairement avoir un contrôle très serré de l'information que les jeunes ont sur la sexualité. Et le web, on trouve le meilleur et le pire. On a souvent tendance à croire que les jeunes d'aujourd'hui ont une sexualité tout à fait différente. Mais en fait, c'est le contexte social qui va être complètement différent. C'est très important de montrer qu'on a donc même une vie sexuelle active, même si c'est pas vrai. Donc, on pense à Facebook, on montre tout. La grande majorité des différents réseaux sociaux présents sur le web invitent ses utilisateurs à mettre en ligne une photo de profil. On veut mettre une photo de nous à notre avantage. On veut se sentir beau, on veut se sentir belle. Et puis, on associe beaucoup beauté à sexy. Pour être beau, il faut être sexy. On voit des publicités de filles et de gars à moitié tout nus. Tout le monde est tout le temps sur le bord d'avoir un orgasme dans les publicités. Ils voient que quand on met une photo de nous, il faut avoir cette attitude-là. Ils ne sont pas nécessairement conscients qu'à 10 minutes, là. C'est très érotique, là, la photo qui se met là. J'en connais une fille, là. J'ai déjà traîné avec, là. Puis, elle se montre trop sur ses photos de profil, mais en vrai, non. C'est pas elle. On voit ses fesses. Ouais. Ben, comme la façon dont elle se place, ça expose vraiment toutes ses formes, là. C'est vraiment pour attirer l'attention, puis comme se remonter l'estime aussi, parce que tout le monde écrit « t'es belle », là. C'est rare que quelqu'un va écrire « oh, wesh, qu'est-ce que tu fais ?» Puis parce que quasiment tout le monde fait ça aussi, fait qu'ils veulent ressembler à tout le monde, là. Mm-hmm. L'image est très importante. Il faut que mes photos soient belles. Bonjour. Puis
Puis ça, on le voit, là, je vous le dis, les filles, là, c'est hallucinant. Une qui n'aura jamais de photos sexy va faire rire d'elle parce qu'elle n'en met pas. Il y a une pression terrible. Combien ici en bas à la main ont un compte Facebook? OK, la totalité. Parfait. Y en a-tu qui ont plus que 500 amis? OK. Parfait. Tu les connais tous? Non. OK. En moyenne, ils ont entre 650 et 700 amis habituellement. Puis on essaie de leur expliquer de bien faire la différence entre des vrais amis et des amis virtuels. Mais ça, ils ont tellement de misère, là. Non, c'est un ami. Ben oui, j'y parle. Le vois-tu physiquement? Non, je l'ai pas vu, mais je le sais, j'y parle, on s'écrit, c'est un bon ami. Quand vous clavardez avec les gens, surtout les amis virtuels que vous ne connaissez pas en personne, il y a un lien de confiance qui s'établit, puis vous n'avez pas le ressenti de ce que l'autre personne dégage. Vous n'avez que ce qu'elle écrit. Avez-vous une façon d'être sûr que ce que j'écris est vrai? Non. Vous l'avez, la réponse. Il n'y a aucune façon de s'assurer avec qui on fait affaire. Comme il faut être populaire, il faut être cool, il faut avoir beaucoup d'amis, ben il y a un risque d'accepter des amis qu'on connaît, on connaît pas. Il y a des gens qui acceptent des amis qu'ils n'ont jamais vus de leur vie, et puis ben justement, ça peut être des super prédateurs. Depuis 5 ans, on note une augmentation phénoménale des cyberprédateurs au Québec. La grande majorité des hommes reconnus coupables d'agressions virtuelles sur des mineurs réussissent à piéger plusieurs victimes avant de se faire attraper. Si la toile est pour plusieurs prédateurs un lieu de rencontre qui leur permet de choisir et d'attirer leurs victimes afin de les agresser sexuellement, d'autres ne cherchent pas du tout à les rencontrer. Tous leurs crimes s'effectuent sur le web. C'est le cas de Philippe Truchon, un homme de 31 ans, originaire de Sorel. L'affaire Philippe Truchon est très troublante. Voici un individu froid et implacable qui, en l'espace de quelques mois, a fait plus de 250 victimes. Philippe Truchon est impliqué dans des affaires vraiment morbides. Il recrutait ses victimes en se faisant passer pour un ou une de leurs amis et engageait des conversations en ligne qui, très rapidement, devenaient sexuelles. En se faisant passer pour une amie de la victime, Truchon réussissait à obtenir des photos ou des séquences vidéo d'elle nue. Une fois ces images en sa possession, Truchon révélait son identité à sa proie avant de la faire chanter. Sa victime était contrainte de produire du matériel pornographique encore plus dégradant. Sinon, Truchon menaçait de publier le matériel compromettant qu'il possédait déjà. Il en rajoutait jusqu'à déboucher sur des scénarios vraiment morbides et troublants, comme par exemple d'incarner le père qui violerait sa propre fille. Truchon ne demandait pas à rencontrer ses proies. Dès qu'il obtenait les photos et les vidéos à caractère sexuel de celles-ci, il partait à la recherche d'une autre victime sur la toile. Lors de son procès, on a reconnu effectivement qu'il souffrait de sadisme non manifeste, c'est-à-dire qu'il ne passait pas à l'acte, se contentait seulement de fantasmer, mais ce qui néanmoins, les victimes vous le diront, qui est néanmoins très troublant. Heureusement, on réussit à mettre fin, temporairement du moins, à ses activités, puisqu'il est condamné en juillet 2011 à 2 ans de prison. Daniel Lesevich est un autre dangereux cyberprédateur qui sévissait uniquement sur le web. Il a plaidé coupable à plus de 90 chefs d'accusation, allant du leurre à l'extorsion, en passant par la production et la distribution de pornographie juvénile. Il a été condamné à 12 ans de pénitencier. Daniel Lesevich est un homme froid et imperturbable. Il a fait plusieurs victimes. Par un témoignage d'une de celles-ci, connue sous le nom de Sandra, on a pu mettre à jour son stratagème. Sandra est une jeune femme qui, à 22 ans, a courageusement affronté son bourreau en témoignant contre Lesevich lors de son procès. C'est à 19 ans que Sandra tombe dans les griffes de Lesevich. À ce moment, elle poursuit des études au cégep et compte devenir médecin.
Une banale conversation avec l'une de ses amies proches sur un réseau social va transformer sa réalité en réel cauchemar. Le stratagème utilisé par le prédateur est simple, mais dangereusement efficace. Dans un premier temps, pour réussir à obtenir la confiance de sa victime, il prend l'identité d'une personne faisant partie de la liste de contacts du compte de sa victime. Ainsi, lorsque Sandra se fait proposer par une bonne amie de se déshabiller devant sa webcaméra, elle pense simplement qu'une copine lui jette un défi. En s'exécutant, Sandra veut surtout montrer qu'elle n'est pas aussi prude qu'on le dit. Elle pense faire un geste sans conséquence qui clouera le bec de sa copine. Lorsqu'elle pose nue devant sa caméra web, elle ne se doute pas que la personne qui la regarde est en fait un dangereux cyberprédateur ayant réussi à usurper l'identité d'une de ses amies. Daniel Icevich a été condamné lors de son procès à 12 ans de prison, déclaré délinquant dangereux à contrôler pour une période de 10 ans. Et ça, vous savez, c'est le maximum qui est prévu par la loi. Après avoir filmé les premières vidéos, Daniel Icevich montrait les vidéos à ses victimes et c'est là que les victimes réalisaient que ça avait été enregistré. Ensuite, là, entrait la deuxième phase, si vous voulez, de la manipulation. Donc, il donnait des directives à ses victimes, leur disait quoi faire pour rendre les vidéos encore plus érotiques, pour que ce soit à son goût. Mais là, il faut pas penser que les filles étaient d'accord en partant, qu'elles disaient oui tout de suite. Au contraire, alors c'est là qu'il commençait à les menacer d'envoyer les vidéos à tous leurs contacts. Les cyberprédateurs sont nombreux au Québec. À chaque jour, des adolescents tombent entre leurs griffes. Daniel Icevich est l'un d'eux. Sandra est l'une de ses nombreuses victimes. Icevich la menace de diffuser des images d'elle nue qu'il a obtenues à son insu. Par peur de voir une première vidéo les montrant nues diffusée sur Internet, plusieurs victimes vont céder au chantage et accepter de faire des gestes encore plus compromettants. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes filles, il y a beaucoup de victimes qui refaisaient une nouvelle vidéo, qui ont cédé à la menace, à la pression de Daniel Icevich. Et lui, ensuite, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait du montage. En fait, il trafiquait les images pour qu'on ait l'impression que les victimes étaient consentantes. Mais dans les faits, c'était pas du tout le cas. Au contraire, il y a certaines filles qui pleuraient, il y a certaines filles qui manifestaient leur désaccord avec les demandes. Et la preuve saisie par les enquêteurs a permis de découvrir que, dans le fond, ce qu'on leur faisait faire, c'est un show érotique. Donc, il y a certaines filles qui se dénudaient devant la caméra et d'autres allaient même jusqu'à la masturbation. Qu'elles aient accepté ou non de faire une vidéo avec des actes encore plus osés, Daniel Icevich est sans merci. Dans tous les cas qui ont été enquêtés, les vidéos ont été rendues publiques. Donc, soit qu'elles ont été envoyées à toute la banque de contacts de la victime ou encore publiées sur Internet, publiées sur des sites de partage vidéo, par exemple, et dans certains cas, c'était les deux. Lorsque les policiers réussissent à accéder à l'ordinateur de Daniel Icevich, ils se rendent compte qu'ils ont mis le grappin sur l'un des cyberprédateurs les plus prolifiques du pays. Quand les policiers ont perquisitionné l'ordinateur de Daniel Icevich, ils ont trouvé un classement de toutes ses victimes. Le mandat avait été autorisé parce que, bon, il y avait 6 victimes qui avaient fait une plainte à la base. Mais quand on a découvert le contenu de cet ordinateur-là, on a découvert qu'il avait fait plus de 200 victimes.
Au niveau de l'impact dans la vie de ces adolescentes-là, vous savez, on a tous été adolescents et on sait à quel point c'est une période de la vie où on se soucie en permanence de ce que les gens pensent de nous. Certaines de ces vidéos-là se sont rendues jusqu'à l'école. Donc, ont été vues par les professeurs, par les autres élèves. Ça a littéralement brisé des vies et ces jeunes filles-là, il y en a qui ont sombré dans la dépression, qui ont dû avoir un suivi, qui ont dû suivre des thérapies. Ça a créé des espèces de cellules de crise au sein des familles. Et comme les images, les vidéos ont été envoyées à la majorité des contacts, bien, des fois, ça aboutit dans les boîtes courriels des petits frères, des petites sœurs. On parle ici quand même d'une ouverture à la sexualité qui est quand même très dérangeante. Il y a des liens qui ont été rompus dans certaines familles parce qu'on n'a pas cru les jeunes filles, parce qu'elles avaient l'air consentantes. Ces jeunes filles-là devenaient en quelque sorte des jeunes filles qu'on ne respectait plus. Ce ne sont pas toutes les victimes qui se sont manifestées. Au procès, on avait été en mesure d'en identifier 25. Mais on sait qu'il y en a eu quelques 200. Parce que ça a été médiatisé, c'est évident qu'il y a des victimes qui se sont reconnues et qui ont probablement craint qu'on finisse par mettre la main sur les vidéos d'elles nues sur Internet. Alors ça a et ça va continuer de hanter des dizaines de jeunes femmes québécoises. Contrairement à Lezevich, plusieurs cyberprédateurs commettent leurs crimes dans le monde réel. Mais leur terrain de chasse demeure le web. Leur façon d'entrer en contact, c'est d'abord avant tout de cibler des sites où des adolescentes sont accessibles. Il n'est pas rare de voir qu'ils vont se donner un âge juste un petit peu plus vieux que ces adolescentes-là. Puis cela dit, ça se peut très bien qu'ils se fassent passer pour des adolescentes aussi. Tous les sites où se trouvent des adolescentes sont bons. On parle de Facebook, de Twitter, on parle des sites d'adolescentes de You Look Good. Finalement, on pourrait en nommer une vaste panoplie, mais tous les sites où se retrouvent des adolescentes, c'est une terre fertile pour arnaquer. C'est comme quelqu'un qui va dans un bar à 2h30 du matin puis qui se dit « Moi, j'ai envie de partir avec quelqu'un, fait que je vais spotter toutes les personnes saoules puis je vais m'essayer jusqu'à temps qu'il y en ait une personne qui dise oui. » Bien, ça existe aussi sur le web. Donc, c'est facile d'essayer de solliciter beaucoup de personnes en espérant tomber sur une qui va être suffisamment vulnérable et qui va être capable de la manipuler. Il y en a qui vont être vraiment très rapides, là. Des messages envoyés aléatoirement. C'est quoi la grosseur de tes seins? C'est quelle couleur tes yeux? Il y en a que c'est comme ça. Vont voir le retour, combien vont retourner quelque chose. C'est qu'ils envoient des messages aléatoirement à 300, 400, 1000 adresses courriels. De ce 1000-là, il y a un petit 10% de gens qui vont répondre. Puis le gars qui l'a envoyé, lui, est content. Ah, cool, elle fonctionnait, cette adresse-là. La personne est curieuse, m'a répondu. La personne, je l'appelle mon déséquilibré, il va répondre « Oh, excuse-moi, je ne sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas comment ça, ce message-là est parti, je m'excuse, t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Julien, j'ai 19 ans. » Et là, ça l'embarque. Et là, soudainement, Julien lui va faire des compliments. Cette personne-là, c'est « Oh, wow, cool, il est cool, Julien. Lui, il me trouve intelligente, lui, il me trouve belle. » C'est un autre quelqu'un qui pense qu'elle n'est pas belle, qui pense qu'elle n'est pas intelligente, qu'elle a peu d'amis. Cette personne-là va souvent tomber beaucoup plus facilement dans le piège d'établir un lien de confiance avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas parce que ils sont doués, ces gens-là. Là. Ils vont dire ce qu'elle a le goût d'entendre. Puis vous devez savoir que ceux qui veulent communiquer avec vous par Internet, souvent, ils espionnent les conversations depuis longtemps. Il y en a que sur des blogs, sur des comptes Facebook, vont regarder ce qui s'écrit. Ils prennent des notes pendant des mois. Ah, elle aime Simple Plan. Ah, 2 frères. Et là, il prend des notes.
Et soudainement, lui va apparaître dans une conversation. Hey, c'est bien cool, il capote sur Simple Plan, lui tout. Hein, il aime les chiens. Ah, lui tout, il s'est chicané avec ses parents là, 2 semaines. Et là, tout d'un coup, là, l'être idéal qui tombe du ciel, alors que lui, son intention, que c'est probablement pas Julien puis qu'il n'a pas 19 ans, vise autre chose. Cet individu-là qui veut l'arnaquer va se positionner un peu comme étant un mentor. Après, l'individu va vérifier, est-ce que tu es seul dans ta chambre? Une fois qu'il sait que l'adolescente est tout seul, là, on va commencer à sexualiser les propos. Une fois que le prédateur a réussi à imposer son statut de mentor sexuel, il va transmettre à sa victime des images d'actes sexuels entre des adultes et des mineurs. L'objectif est de diminuer les inhibitions de sa victime. À partir de là, le prédateur passe à l'acte. Une fois qu'il a réussi à exploiter le mineur, il l'empêchera de dévoiler la relation à ses parents en ayant recours à des cadeaux ou à des menaces. Il tentera aussi de persuader sa victime qu'elle est en partie responsable de l'abus, et donc tout aussi coupable. L'agression sexuelle, y compris la cyberprédation, est le crime le plus sous-déclaré de tous les crimes. Moins de 10% des gens qui ont été victimes d'agression sexuelle qui vont le déclarer, justement parce que les victimes savent qu'on va essayer de leur faire porter la responsabilité. Peut-être que la personne était naïve, mais tu ne mérites pas d'être victime parce que tu as été naïve. Les cyberprédateurs sont des maîtres dans l'art du mensonge. Ils leurrent non seulement leurs victimes, mais dans bien des cas, ils trompent également leurs proches. On ouvre les yeux, il y a 4 policiers qui sont dans la chambre. Ils fait menotter, tout ça. Moi, je comprenais pas. J'étais complètement sous le choc. Avec l'arrivée d'Internet est née une nouvelle race de criminels, les cyberagresseurs. Qu'ils commettent leurs méfaits uniquement sur le web ou dans la réalité, les cyberprédateurs sont des maîtres chanteurs. On s'est rencontrés quand j'avais 17 ans. J'étais dans un bar, puis c'est lui qui est venu m'aborder en premier. Puis là, on s'est parlé comme ça. On a commencé à se fréquenter. Ça a été quand même assez rapidement. Puis c'était comme un peu le coup de foudre. D'ailleurs, toutes mes amies ils capotaient. C'était comme la rencontre, la relation amoureuse que tout le monde trouvait fantastique. T'sais, nous, c'était comme vraiment quand on avait commencé à sortir ensemble, c'était vraiment, on voyait ça pour la vie. T'sais, je sentais qu'il y avait quelque chose, je me disais oui, pourquoi pas. Oui, on va avoir des enfants, oui, on va avoir une maison, tu sais. Je croyais vraiment à notre amour, là. Simon, l'homme dont Camille est tombée amoureuse, a 23 ans. Afin de tourner la page sur une adolescence difficile, il s'est enrôlé dans l'armée. À peine 4 mois après leur rencontre, il est appelé à servir en Afghanistan. Les deux amoureux continuent d'entretenir une correspondance par Internet. C'était pas facile, évidemment, il était stressé. Sa job, c'est vraiment sur le terrain, là. Puis eux, ils allaient justement le chercher, là, les explosifs dans le sol, tout ça, puis ils ont eu des attaques. Ils ont eu vraiment là, des contacts avec les talibans. La distance et la guerre compliquent la relation amoureuse, mais le couple s'accroche. Un message d'une amie Facebook vient toutefois troubler Camille. Je me suis fait contacter par une fille. Elle m'a dit je pense que ton chum, il est pas correct. Voici telle conversation que telle personne a eue avec. Voici qu'est-ce qu'il dit. Je fais un concours avec un de mes amis gars. Le gars qui couche avec la fille la plus jeune va gagner 2000$. Fait que si on couche ensemble ou si tu trouves une de tes amies qui est encore plus jeune, ben on partagera l'argent.
Quand elle m'a écrit un message sur Facebook pour me dire ça, au début, je l'ai cru, donc j'ai paniqué. J'ai envoyé un message à Simon, puis lui m'a dit « Mon Dieu, j'utilise plus ce compte-là depuis longtemps. Ça doit être quelqu'un qui a hacké mon compte MSN, tout ça. » Puis là, j'étais comme sceptique, mais en même temps, ça fait 5 mois que t'es avec. C'est souvent, c'est le beau 5 mois, justement. Là, tu crois pas à ça. Cet épisode affecte la dynamique amoureuse. De plus, Simon est toujours au combat, loin de Camille. Je comprenais qu'il était stressé parce que je me disais, stressé là-bas, c'est pas facile, tout ça, tout. Puis à un moment donné, j'ai dit, je pense que je serais pas capable de t'offrir tout ça. Lui, il avait droit à 2 semaines de vacances pendant l'Afghanistan. Fait qu'il est descendu ici pour venir me voir, évidemment. Puis justement, là, c'est là qu'il m'a demandé en fiançailles là, pour, dans le fond, pour s'assurer, si on veut, que je reste avec lui tout le long. Puis finalement, il est revenu en juin. On a déménagé ensemble en juillet à Québec. Ça commençait à être de plus en plus difficile parce qu'il était stressé, puis il était jaloux, il avait peur. Tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien, puis ça devenait de plus en plus pesant sur notre relation. L'accumulation faisait que je me sentais pas bien. Tout ce que je faisais dans la vie, c'était pas correct. Je me sentais tout le temps comme un fardeau dans sa vie. Il me faisait tout le temps me sentir comme si tout ce que je faisais, c'était mal. Puis pourtant, lui, il avait l'impression, entre les fois que je mettais le pied à l'extérieur de l'appartement, tu vas voir un tel, tu vas faire ci, on se calme, on va travailler. J'étais tout simplement plus capable, donc on s'est séparés. On avait un bail. Fait qu'on était comme pognés pour rester ensemble. Donc, ce qu'on faisait, moi, je m'étais trouvé un lit. J'avais parce qu'on avait comme un bureau. Donc, j'ai transformé le bureau en chambre, ma chambre. Donc, moi, je dormais là dans ma chambre, puis lui, il avait sa chambre. Tous les soirs, il restait à côté sur le cadre de porte. Viens-t'en avec moi. Viens-t'en dormir avec moi. À 7 heures du matin, le 19 décembre 2012, une opération policière est sur le point de bouleverser la vie de Camille. On était séparés, mais cette nuit-là, j'avais dormi dans son lit. Donc là, on ouvre les yeux, il y a 4 policiers qui sont dans la chambre. Simon se fait menotter, tout ça. Moi, je comprenais pas. J'étais complètement sous le choc. Moi, ils sont venus me voir. Bon, OK, tu vas passer par une gamme d'émotions aujourd'hui. Il a été arrêté pour l'heure, puis une agression sexuelle sur une mineure. C'est tout ce qu'ils me disent. Puis là, moi, je fais OK. C'est complètement irréel. Au début, tu le crois pas, mais en même temps, je veux dire, s'ils sont là, les policiers, c'est parce qu'il y a des raisons. Pendant tout le long, j'ai rien dit. J'étais complètement figée. Il m'a pas regardé. On s'est pas regardé ce matin-là. Dans le fond, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est la veille, en fait. Parce que le matin, quand il savait pourquoi il se faisait arrêter, quand les policiers sont rentrés, là, il a baissé la tête, puis depuis tout le long, il a pas osé regarder, jeter un œil sur moi. Je comprends maintenant. J'ai compris beaucoup de choses à partir de ce moment-là. J'ai fait OK. C'est pas pour rien qu'il était stressé. C'est pas pour rien qu'il était jaloux. C'est pas pour rien qu'il était possessif puis qu'il était maniaque quasiment. C'est pour ça. Celle qui est la présumée victime, elle a 12 ans. Je sais qu'il y a eu de la pornographie juvénile qui a été trouvée dans son ordinateur. On parle de filles d'à peu près 8 ans. À chaque jour, on se demande pourquoi j'ai pas vu ça. À chaque jour, je me réveille puis je fais il y a une autre affaire. Tous les jours. Ça fait 4 mois, là. Puis à tous les jours, on est des fois plusieurs.
Il y a 2 ans et demi de moments que j'ai pu avoir avec lui, que j'aurais pu avoir des signes. Des détails que tu prends pas en considération. Il passait beaucoup trop de temps sur Internet, mais je me posais pas de questions. Ah, faut que j'aille aux toilettes. Puis là, il allait aux toilettes pendant 45 minutes, 1 heure. Je dis, non, c'est bien long. Tu sais, maintenant, je me rends compte que quand il était aux toilettes, il était là avec son téléphone. Tu sais, nous, notre famille n'est pas à Québec. Sa famille est dans le coin de Sorel. Il a fait Fête-Sainte, moi, je travaille. Fait que lui, il descendait quand même. Moi, je passais la Fête-Sainte aussi à Québec. Mais à un moment donné, c'était comme, il allait tout le temps. Puis là, je me rends compte qu'il allait pas voir sa famille, juste sa famille, c'est ça et certain. Mais à un moment donné, j'avais des amis qui me disaient, hey, il y a une vidéo qui est sortie, c'est Simon, là, il s'est fait prendre par Danny Lacerte. Danny Lacerte est un homme de Québec qui a piégé des cyberprédateurs opérant sur le web en se faisant passer pour une jeune fille de 13 ans surfant sur les réseaux sociaux. Lorsque les prédateurs demandent à rencontrer la jeune fille, c'est plutôt un homme armé d'une caméra qui les attend. Le premier présumé cyberprédateur à être tombé dans le piège de M. Lacerte est nul autre que Simon. Je dis, quelle vidéo vous parlez? Ben oui, sur le Facebook de Danny Lacerte. Quand je cherche ça, là, dans la recherche, il n'y en a pas. Oui, Camille, non, vous me niaisez, il n'y en a pas. Va regarder dans ta liste de personnes bloquées, voir. Comme de fait, je m'en vais dans ma liste de personnes bloquées. Si moi, il avait accès à mon mot de passe, moi, je cachais rien, je me disais, je m'en fous, j'ai rien à cacher. Et lui, il allait sur mon compte pour bloquer des personnes, justement. Donc, Danny Lacerte. C'est quoi les crimes que tu as commis? C'est qu'elle avait rencontré une mineure pour faire des affaires avec que j'aurais été pas supposé de faire. Elle avait quel âge, la fille? Sur Internet, elle disait 13 ans. Toi, de quel âge? Moi, j'ai 24 ans. Là, t'as dit que tu voulais la commencer par l'embrasser et la caresser, c'est ça? Oui. Puis après, t'as dit on pourrait coucher ensemble. Avec le temps, oui. Toi, t'as une blonde, hein? Oui. Qu'est-ce que ta blonde dirait de ça? Ça serait fini là. Elle a quel âge, ta blonde? À 19 ans. À 19 ans? Après avoir vu la séquence vidéo, Camille se rend compte que plusieurs noms sont bloqués sur son compte. Je suis retournée voir, la liste était longue comme ça de noms bloqués. C'est pas moi qui ai bloqué ça. Des noms de filles, pas bloqué ça. Donc là, je les ai débloqués. Je suis rentrée en contact avec elle. Puis il y en a plusieurs là-dedans que j'ai rentré en contact, que justement, oui, il m'a agressé. Oui, je le connais. Oui, il m'a demandé de coucher avec lui. Il y en a une heure, oui, il m'a proposé 4 000 $ pour qu'on couche ensemble. Ah oui, on s'est vus, j'avais 13 ans, puis il m'a proposé de venir chez eux, on a bu de l'alcool. Sur mon Facebook, j'en ai trouvé des victimes. On m'a envoyé quelques conversations, tu sais, qu'il lui parle plus pour la manipuler, là, pour la... J'en ai quelques phrases ici. Puis là, il s'appelait Simon Pelletier dans cette conversation-là. Puis il lui dit on le fait live à soir. Puis là, elle était comme ben non, non. Il dit tu peux au moins me faire un petit show en attendant, tu me l'avais quand même promis. Après, je te jure, on parlera d'autres choses. Des fois, il jouait sur les arguments. Ah, tu me l'avais promis. J'ai jamais dit ça. Mais tu sais, là, il jouait, tu sais. Ah, mais là, c'est pour ma fête. Puis là, c'est pour ci. Puis là, à un moment donné, c'est rendu que tu te crises bien de moi. Avoue-le au moins, ça va me permettre de décrocher. Comme si c'était en amour, tu sais. Je sais qu'il lui parlait souvent là, d'amour, puis de vie, puis tout ça. Puis à cet âge-là, quand ça va pas bien avec tes parents, t'as juste envie de t'enfuir et t'en aller ailleurs. T'as juste envie de te trouver un chum, t'as envie d'aller vivre chez eux. Fait que lui, il se servait de ça, il savait là, que c'était ça qu'elle voulait. Peu importe qu'ils prennent 1 à 2 ans, 10 ans, 20 ans, ce qui est complètement impossible, ça changera rien. Fait que j'ai aucun espoir, j'ai aucune attente. Moi, j'attends le verdict, puis je vais prendre qu'est-ce qu'il va avoir. Puis j'ai juste peur de la seconde qu'il va sortir de prison. J'ai juste pas envie qu'il vienne me revoir. Je sais que ça va probablement arriver. Je sais pas ce que je vais faire rendu à ce moment-là, mais on verra bien.
Les prédateurs rôdant sur le web sont de plus en plus nombreux et les moyens des forces policières sont limités. Dans ce contexte, Danny Lacerte, ce chasseur de cyberprédateurs, s'est métamorphosé en justicier du web. Hein? Ça m'en attend pas à me voir là, hein? Bienvenue aux prédateurs sexuels d'Internet. Tu me suis. Les cyberprédateurs sont extrêmement actifs au Québec. Qu'est-ce que tu venais faire avec ça, toi? Même si les effectifs des enquêteurs chargés de freiner leurs activités ne cessent d'augmenter, il est pratiquement impossible d'en venir complètement à bout. Qu'est-ce que tu venais faire avec ça, toi? Il est donc tentant pour le simple citoyen de se faire justice lui-même. Tu cherchais une petite fille de 13 ans qui s'appelait Isabella. Vrai ou pas vrai? Tu veux pas avoir? Tu veux rien faire avec? T'es sûr de ça? Ouais. Tu te lis des historiques? Ouais, je sais. T'as quel âge? 13 ans. Ouais, je sais. Toi, 22. Ça te dérange pas? Non. J'aimerais bien te voir à soi, t'es super belle. Veux-tu que tu caches? Veux-tu que tu signes le dollar, là? Tu le vois ici? J'ai été inspiré par l'émission Tout catch le prédateur aux États-Unis, où il y avait un journaliste qui poignait des super prédateurs avec l'aide de la police. Après ça, tu voulais l'éviter à coucher chez vous. C'est vrai, ça? Non, c'est pas vrai. Tu l'as dit, man. Je m'inscris sur le site Tag Québec. J'ai fait un profil d'une jeune fille de 13 ans. Fait que là, j'ai entendu. Après la première journée, j'avais déjà au moins 10 demandes. Fait que là-dedans, j'ai initié la discussion. J'ai répondu à leur avance. Là, bien souvent, ils font ça assez direct comme t'as-tu MSN? T'as-tu une caméra? Pour faire tel acte, là. Il n'y avait pas de préliminaire, là. C'était direct, là. Il y en a une coupelle qui me disait, elle dit, tu veux-tu te faire 100 pièces rapides? Elle dit, pourquoi 100 pièces rapides? On pourrait aller, on pourrait fourrer, là. Qu'est-ce qu'on fait avec toi? On te dénonce? Tu vas faire une thérapie? Tu te dénonces à la police? Tu te dis qu'ils t'arrêtent tout de suite? Pour solliciter pour la prostitution juvénile? C'est écœurant, hein? C'est dégueulasse. Une fois leur crime avoué devant la caméra, Danny Lacerte prévient les cyberprédateurs qu'il déposera les bandes vidéo à la police s'il les retrace sur le net en train de tenter de leurrer d'autres adolescents. Qu'est-ce que tu vas faire, là? On va voir un psychologue, c'est pas le faire que ça marche plus. Et je leur disais tout le temps d'aller faire une thérapie. Quand ils partaient, je me disais au moins qu'ils avaient compris qu'il fallait pas qu'ils recommencent. Leur remords avait l'air sincère, si c'était vrai, je sais pas, ils pouvaient pas dire... Il n'y avait pas le choix de me faire croire qu'ils le regrettaient, dans le fond. Tu le filmes, hein? Hein? Non. On te filme, OK? Tu veux-tu qu'on envoie ça à la police? Non, regarde. Non? T'es un prédateur sexuel, OK, qui courait des petites filles de 13 ans sur Internet. Okay. La diffusion sur Internet des séquences vidéo réalisées par Danny Lacerte a transformé instantanément le père de famille en héros du web. Non, parce qu'on fait des reportages, OK? Les séquences sont rapidement devenues virales sur Internet, ce qui a soulevé bien des questions éthiques et légales. On a ton numéro de téléphone, on a ta face, on a tes photos, on a tout sur caméra. T'as mon numéro de téléphone? La Sûreté du Québec a finalement décidé de saisir tout le matériel informatique de M. Lacerte. La police m'a contacté. Regarde, t'as fait un bon travail pis tout, mais j'ai pas suivi les méthodes de la police là, strict à la lettre. Là. Fait que ça pouvait pas être valide à cause de ça. Peux-tu fermer ta caméra, s'il te plaît? Non, c'est un reportage. Ouais, c'est un reportage, mais c'est ça, là. T'as eu ma vision. Ouais. C'est pas fini. En cours, les vidéos prises par M. Lacerte ne peuvent constituer de preuves car elles ont été prises illégalement. De plus, les personnes qui tentent de piéger de supposés cyberprédateurs risquent de se retrouver avec des photos de pornographie juvénile dans leur ordinateur. Cela peut mener à des accusations de possession, de distribution et de production de pornographie juvénile et possiblement de leurre au moyen d'un ordinateur. Hey, le pédophile! Là, raccroche pas, j'ai ton numéro de téléphone, OK? OK, t'es à peu près 50e que je pogne, OK, pour l'heure d'enfant. La police, là, ils n'ont pas vraiment aimé ça que je fasse ça, parce que moi, j'ai tellement fait d'une exposition médiatique, ça a tellement passé partout, que plusieurs cyberprédateurs qui avaient écouté les nouvelles, puis ça a l'air, ils ont perdu plein de dossiers, là. Il y a plein de personnes qui, quand enquêtaient, ils ont tout fermé leur compte. Ah non, je te jure, regarde, j'arrête ça tout de suite. T'arrêtes ça tout de suite? Oui. Ouais.
Il voulait surtout pas que ça fasse une grande chasse aux sorcières dans tout le Québec. Moi, j'étais gentil avec les autres, je faisais rien que les interviewer. Mais tu sais, il y en a d'autres personnes qui auraient pu les voler, les battre, les tuer même. Hey, fais rien, s'il te plaît. Mais plus jamais tu vas m'en voir, OK? Promis. Je lâche tout ça tout de suite. Non. Est-ce que vous avez l'habitude de courir après les jeunes filles de 13 ans? Du tout, monsieur. Leur donner des rendez-vous? Vous y abusez d'elles sexuellement? Non, monsieur. Mission JA, vous connaissez? Non, c'est bon. Élodie Vézina. Non, pas de non. Qu'est-ce que vous venez faire avec Élodie? Qu'est-ce que vous veniez faire avec elle? Je ne pas demander, s'il vous plaît. Monsieur, la police va venir. Danny Lacerte n'est pas le seul à avoir tenté de piéger des prédateurs utilisant le web comme terrain de chasse. Le journaliste Michel Jean est l'un des premiers à s'être intéressé au dossier des cyberprédateurs au Québec. On va se parler. Bonjour, vous venez voir Élodie. Je vais vous expliquer pourquoi vous venez voir une fille de 13 ans, à 23 ans. Je dois vous expliquer à la place de vous sauver, là. Qu'est-ce que vous voulez faire avec une fille de 15 ans? Oui. Hé, attends un peu. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je pense depuis longtemps que c'est un problème beaucoup plus important qu'on a tendance à le considérer au Québec. Donc, c'était important qu'on jette un éclairage sur ça. J'ai trouvé une photo des douaniers de droit d'une jeune fille qui avait l'air d'avoir 13 ans. On a créé le profil d'Élodie, une jeune fille potentiellement vulnérable dans ce cas-là. Après avoir mis le profil fictif sur un site de rencontres ciblant particulièrement les jeunes, les cyberprédateurs se sont manifestés rapidement. Plusieurs s'exhibent. D'autres, excités à l'idée d'échanger avec une jeune fille de 13 ans, vont jusqu'à se masturber devant leur webcam. Très rapidement, dès les premières conversations, c'était de nature sexuelle. Si elle avait déjà couché, avec combien de gars, qu'est-ce qu'elle avait fait, est-ce que c'était déjà fait sodomiser. Certains cyberprédateurs vont jusqu'à inviter Élodie à leur domicile. Mais c'est l'équipe du journaliste qui se présente à leur porte. Bonjour. Oui. Oui. Mon nom, c'est Michel Jean. Vous deviez rencontrer Élodie aujourd'hui. Pardon? Vous deviez rencontrer Élodie aujourd'hui. Je sais pas. Vous avez chatté avec elle hier? Pourquoi vous êtes masturbé devant elle, devant votre webcam hier? Non, je n'ai pas fait ça. C'est la caméra de JA qui vous filmait, monsieur. Ah, excusez-moi, je ne savais pas. Vous y avez demandé plusieurs fois, aimes-tu ça voir mon pénis? Ça vous excitait de dire ça à une jeune fille de 13 ans? Non. Pourquoi l'avez-vous fait? C'est parce que j'ai parlé à la balle, comme qui dit. OK, hier, vous avez perdu la tête. Ouais. Ces gars-là étaient excités au point de se masturber simplement en imaginant qu'il y avait au bout du clavier de l'autre côté une jeune fille de 13 ans dont ils voyaient une photo. Juste ça suffisait à les exciter suffisamment pour qu'ils fassent là. Il y en a même un qui l'a fait, il est au bureau. Ce soir du midi, tu vois que les bureaux étaient déserts autour de lui. Il se masturbait dans son aire de travail sur l'heure du midi avec une jeune fille de 13 ans. On vous a filmé en train de vous masturber. On peut vous montrer l'image, d'ailleurs. Vous êtes nu, en train de vous masturber devant ce que vous pensez être une fille de 13 ans, ce qui constitue un acte criminel. Oui, d'accord, peut-être. Vous y abusez d'elle sexuellement? Non, monsieur. Voyons donc, monsieur. Vous voyez bien que je suis un homme marié, fait que... Vous êtes marié, vous? Ben oui, monsieur. Votre femme sait que vous chattez avec des filles de 13 ans? Tous savent qu'ils sont coupables. Est-ce que votre femme sait que vous chattez avec des filles de 13 ans? Tous agissent comme des gens qui le savent aussi qu'ils sont coupables. Répondez aux questions d'abord. Arrêtez 2 secondes. Parce qu'ils savent que c'est pas correct, mais la pulsion est trop forte. Et ils passent à l'acte. Plusieurs pères de famille tombent dans le piège du journaliste. En bas de 14 ans, j'aurais jamais rien fait. C'est pas les enfants que vous aimez? Non. Les adolescents? Oui. Vous accepteriez ça chez vous? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites ici? Non. Et là, c'est des vrais enfants. Et sur Internet, la petite fille qui veut, la petite fille qui est triste, le petit gars qui est perdu. C'est pas comme leur enfant, eux autres. Faire, c'est comme leur enfant, eux autres. Enfin. Qu'est-ce qui vous a poussé à aborder Élodie Vézina sur Internet? Elle paraissait bien, t'es assez jolie, puis... Il y en a un, entre autres, là. Un homme de peut-être 60 ans. C'est un des plus dégueulasses que j'ai rencontré personnellement. Lui, il était sans aucun scrupule.
Puis je disais, ça vaut aucun scrupule pour ces filles-là? Non, c'est vrai. C'est des objets sexuels pour vous? Oui, c'est des objets sexuels. Qu'est-ce qui vous plaisait? Sa jeunesse aussi? Sa jeunesse, sa physionomie. Ouais, c'est ça. La fraîcheur de la personne, la beauté aussi. C'est plus ça. Le fait d'avoir une jeune personne à vous, dans un moment comme ça. C'est ça. C'est ça qui vous motive à ce moment. Exact. Exact. Vous le savez, par contre, que c'est pas correct. Oui, je le sais. Oui, je le sais. Lui, il chasse sur Internet, puis il cherche des objets sexuels qui sont, dans les faits, des petites filles. Et ce type-là est encore actif aujourd'hui, j'en suis certain. On ne l'a pas guéri, parce que nous, on l'a attrapé une fois. Fait que les policiers vont l'attraper. Ce type-là, actuellement, qui, moi, me donnait mal au cœur, est probablement encore actif. Certains me disaient tout le temps, « Ouais, mais vous les laissez aller, vous faites rien. » Moi, je dis tout le temps aux gens dans ce temps-là, moi, mon métier à moi, c'est pas d'arrêter les gens. Je suis pas un justicier, moi, je suis un journaliste. Alors, quand on fait ce genre de reportage-là, mon but à moi, c'est d'exposer une situation. Il y a une pièce, les gens sont dans une pièce, là, et là, nous, on ouvre la lumière. Le reportage fait la lumière dans la pièce, et là, les gens dans la pièce constatent qu'il y a des rats. Voilà. Une fois qu'on sait qu'il y a des rats, c'est aux téléspectateurs, c'est aux citoyens de juger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant comme société? On élimine les rats ou on ferme la lumière? Dans les deux cas, il n'y a plus de rats. C'est à la société de décider qu'est-ce qu'elle va faire. C'est pas aux journalistes. Nous, on fait la lumière. Les adolescents sont des proies privilégiées par les cyberprédateurs. Mais les jeunes ne sont pas seulement victimes d'adultes mal intentionnés. Un autre fléau existe sur Internet, la cyber-intimidation. C'est la répétition qui fait qu'on détruit quelqu'un. Si c'est à tous les jours, c'est répétitif, tu vas avoir des séquelles, c'est sûr. C'est toxique. Puis ça détruit l'être humain intérieurement. Les prédateurs sexuels qui utilisent le web pour perpétrer leurs méfaits font des ravages. Un autre fléau coïncide avec l'arrivée d'Internet dans nos vies, la cyber-intimidation. Quand on parle d'intimidation en milieu scolaire, on parle de répétition. Donc, on s'acharne sur quelqu'un, il faut être capable de le mesurer dans le temps. Si ça arrive une fois, deux fois, on ne parlera pas nécessairement d'intimidation, même si les actes peuvent apparaître comme intimidants. Moi, l'intimidation a débuté en 6e année, quand mes parents ont acheté une ferme dans la région de Victoriaville, et je vivais de l'intimidation dans l'autobus le matin, sur les récréations, les heures de dîner et dans l'autobus le soir. Ben, c'était toujours répété. Hein? J'ai été tagué vite, fif et tapette, parce que moi, je suis venu au monde avec des problèmes physiques qui m'empêchaient de faire les mêmes activités que les garçons de mon âge. Et vu que j'étais pas fort physiquement, simplement à cause de ça, j'ai été tagué. C'est comme un virus. Si on n'intervient pas dans les premières semaines, ça se répand. J'avais l'impression d'être une espèce de monstre qui vivait dans cette école. Je ne parle jamais beaucoup de ce qu'on me fait physiquement, mais j'ai eu de la violence physique, psychologique. C'est toujours la même violence quand on va dans les écoles. On rentre dans les casiers, on jette à terre, j'embête, on crache dessus. J'ai eu aussi des agressions à caractère sexuel dans les vestiaires des garçons au secondaire. Quand à un moment donné, une communauté se met contre toi, tout est possible. J'ai commencé à développer des troubles d'anxiété à cause de ça, parce que je me réveillais la nuit, je tremblais pendant 1 heure, 1 heure et demie de temps, et après 1 heure, 1 heure et demie de temps de tremblement, je vomissais. J'avais toujours cette impression-là que c'était pour me suivre toute ma vie, que j'étais pour être rejeté, que j'étais pour être le paria. Moi, à mon époque, j'avais quand même ces moments de répit à la maison où je pouvais m'exprimer, faire de la guitare, être artiste.
Alors, j'imagine qu'en plus, si tu arrives à la maison, tu ouvres ton Facebook puis tu te fais cyber-intimider, tu n'as pas de moment de répit, ton corps ne peut pas décompenser, il n'y a pas de moment de soulagement. Donc, ça doit être très difficile au niveau de l'anxiété. Puis, éventuellement, on peut avoir des problèmes de santé mentale importants parce que l'intimidation, au départ, c'est surtout l'anxiété qui ressort. Ce qu'on voit de plus en plus, malheureusement, c'est tous les phénomènes de cyberintimidation. Ça reste l'objectif de faire mal, de blesser quelqu'un, mais on se sert, dans le fond, de la technologie. C'est les textos, c'est les messages haineux, c'est les faux profils sur Internet, parce que ce sont des moyens excessivement puissants qui font que les gestes d'intimidation que je pose vont aller plus vite, vont aller plus loin et vont blesser davantage. Moi, ça m'est arrivé de me chicaner avec mes amis sur Facebook, puis c'est des choses qu'ils n'auraient jamais dit en vrai, ou que moi, j'aurais jamais dit en vrai, parce que on dirait que sur Facebook, il n'y a plus de limites, genre. Puis il y a moins de limites, donc la personne dit vraiment tout. Des choses qu'elle dirait pas nécessairement en vrai. Puis non seulement il n'y a plus de limites, en plus, c'est comme sur Facebook, justement, c'est sur Internet, donc tout le monde peut le voir, tout le monde peut prendre parti. Ce qui est difficile avec les réseaux sociaux, puis surtout avec Facebook, c'est qu'on peut juste cliquer sur « J'aime ». Et là, s'il y a 150 personnes qui cliquent sur « J'aime », ils collaborent, ils sont participants à l'agression, même s'ils n'ont rien écrit. Et ça, pour moi, c'est dangereux. Parce que les jeunes, quand ils voient ça, ils ont l'impression qu'il y a une communauté tout d'un coup qui surgit puis qui sont contre eux autres. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça plus facile de bâcher le monde sur Facebook parce que, tu sais, veut pas, ils voient pas la réaction de la personne quand ils les bâchent. Fait que, tu sais, quand tu vois que la personne a mal, veut pas, t'es un humain, t'as des sentiments, t'as de la pitié, tu te sens mal de le faire. Mais sur Facebook, c'est ton écran que t'as dans ta face, tu sais pas comment que la personne a réagi, elle, face à son ordinateur à elle. Je me suis déjà fait bâcher par des filles qui disaient être mes amies, mais que sur Facebook, ça me blastait, pis c'était « Ah, t'es une pute, t'es une truie, j'ai eu tous les noms, là. » 78% des victimes de cyberintimidation, ce sont des filles. Donc, c'est principalement un problème de filles. Du côté des filles, on s'intimide dans nos écoles à partir de notre apparence physique et notre réputation. Et c'est pour ça qu'on utilise les réseaux sociaux pour s'intimider. Les jeunes, ils savent qu'ils font de l'intimidation. Ils savent qu'ils font de la cyberintimidation. Ce qu'ils ne savent pas, parce que des fois, j'entends des adultes dire qu'ils savent pas ce qu'ils font. Non, ils savent qu'ils sont en train de faire de la cyberintimidation, de l'intimidation. Ils ne savent pas les conséquences que ça a sur quelqu'un. L'intimidation dans ma vie, ça a commencé très jeune. Au primaire, j'étais petite. J'avais un nom de famille spécial parce que mon nom de famille est italien. J'avais des lunettes. Dans les corridors, c'était des rires mesquins, des petits mots qui s'échangeaient entre eux, puis tu sais, on entend pertinemment ce qu'ils disent sur toi. Dans ma période d'adolescence, je me faisais traiter beaucoup de salope. Une salope, tu sais, une fille qui couchait avec tous les garçons, puis une pas propre. Sur MSN, ça répétait. Il y avait un genre de commentaire que je recevais à l'école. Bon, avec qui tu sors ce mois-ci, puis c'était vraiment toujours d'ordre de se mêler un peu de ma sexualité. C'est la répétition qui fait qu'on détruit quelqu'un. Si c'est à tous les jours, c'est répétitif, tu vas avoir des séquelles, c'est sûr. C'est toxique. Puis ça détruit l'être humain intérieurement. Quand on est jeune puis on vit de l'intimidation, on n'a pas de perspective de vie. Donc, on est au début de notre vie, au primaire, au secondaire, et on a une fausse perception, c'est que ce qu'on vit là est permanent et c'est ce qu'on va vivre le restant de nos jours, d'où le grand désespoir qui s'installe. Il y a des matins que j'étais pas capable de me lever.
J'étais juste épuisée, fatiguée. Je faisais des migraines, des maux de tête chroniques. Je savais en me levant le matin qu'en allant à l'école, j'allais subir les moqueries des gens puis que j'allais être jugée sur tout mon ensemble. Il y a eu des périodes sombres où j'ai pensé au suicide, malheureusement, et je m'écrivais des mots négatifs sur le bras avec un compas. J'étais pas tellement présente psychologiquement dans cette période-là. Mais je dirais que la mutilation aussi m'a servi à lancer un signe d'alarme à mes proches comme quoi que ça allait pas bien. Le drame d'Alexandra ne fait que commencer. Une cyber-intimidatrice va bientôt s'acharner sur elle. La fille en question avait mis des photos de moi et en disant que j'étais ouverte aux relations sexuelles et que n'importe qui pouvait se présenter chez moi. Et c'était vraiment dangereux aussi là, comme situation que n'importe qui puisse se présenter chez moi. La cyber-intimidation est un phénomène dévastateur chez les jeunes d'aujourd'hui. Elle peut prendre plusieurs formes, mais l'objectif reste le même, isoler et détruire un individu. Un jour, en revenant de l'école, je vais sur mon ordinateur, je vais sur mon blog et je découvre que je suis pas capable de rentrer mon mot de passe. Je comprends pas. Je vais chercher la page et là, je me rends compte que la page, en fait, elle a été piratée. Ma page a été complètement transformée. Ça disait plein de choses indécentes. J'étais ouverte aux relations sexuelles et que n'importe qui pouvait se présenter chez moi. Et l'adresse, le nom, le numéro de téléphone, donc c'était vraiment dangereux aussi là, comme situation que n'importe qui puisse se présenter chez moi. Alexandra pense connaître l'identité de la personne qui se cache derrière le piratage de son blog. J'avais une bonne amie, là, ce qu'on peut appeler une meilleure amie au secondaire. Là, tu te racontes tout, puis tout est bien jusqu'à ce qu'au jour où il y a un garçon qui arrive dans la situation. Elle aimait beaucoup ce garçon-là et moi, j'ai développé une amitié avec lui. J'ai jamais rien développé de relationnel, mais elle, ça l'a beaucoup fâché, donc ça a complètement tourné dans l'autre sens. Puis quand on a une meilleure amie qui devient un peu une ennemie, ben c'est pire que d'autres intimidations parce qu'elle connaît nos points faibles. Sur son blog piraté, une photo attire l'attention d'Alexandra. Une photo qui confirme ses appréhensions sur l'identité de la personne derrière cette entreprise de salissage. C'est une photo de moi dans mon salon. Là. C'est juste que cette photo-là, elle n'avait jamais été mise ailleurs sur Internet. Personne d'autre qu'elle et moi pouvait avoir cette photo-là. Les photos qui avaient été mises sur le blog, il n'y avait rien d'explicite ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans les informations qu'elle est allée écrire à côté qui a fait que la photo devenait contraignante. Une photo de mon chien écrit à côté, bon, ben moi, quand je suis en manque, c'est avec mon chien que j'ai du plaisir. La personne ayant piraté le blog d'Alexandra a pris le temps de changer le mot de passe de son compte. Elle est donc incapable de modifier son propre blog. Alexandra demande rapidement de l'aide au policier qui agit à titre d'agent communautaire à son école. C'est resté pendant peut-être une semaine après où je me disais la personne elle peut quand même avoir pris le numéro de téléphone, même si la page n'est plus là, puis elle va m'appeler à un moment donné. Mais heureusement, j'ai réagi rapidement pour pas que ça arrive, puis il n'y a pas eu de mauvaise utilisation de ces informations. Alexandra n'est toutefois pas au bout de ses peines.
celle qu'elle croit à l'origine des attaques dont elle est victime, récidive sur Facebook. Une fille avait écrit, c'est quoi ton meilleur souvenir du secondaire avec moi? Puis elle a commenté, quand on écœurait Pellicelli dans les cours de bio, c'était donc drôle, la salope. Puis ce genre de commentaire-là s'est retrouvé public. Je peux pas croire que cette fille-là, ses bons souvenirs de secondaire, ça a été d'écœurer quelqu'un. Je peux pas croire que c'est ses souvenirs. Là. L'ex-amie d'Alexandra va également révéler un secret intime qu'elle lui a confié quelques années plus tôt. Elle a dit à l'autre fille, « Ouais, mais cette fille-là, elle s'est fait abuser, mais on s'en fout, on peut en parler. Elle a aimé ça de toute façon. » J'ai conservé des preuves au cas où elle irait encore trop loin. Et malheureusement, la phrase qui me fait encore mal à chaque fois que j'allie, c'est de dire que c'était pas vraiment un viol, que j'ai aimé ça. Ça, je peux pas croire que quelqu'un peut vraiment penser ça. Ça va complètement à l'encontre de la définition d'un viol. Si tu te fais violer, tu peux pas avoir aimé ça, puis c'est complètement... C'est ridicule d'aller dire que quelqu'un aurait pu aimer ça. Tu peux pas penser ça de quelqu'un puis être bien dans ta peau. Là. Il y a une forme de désespoir absolument dramatique quand on les entend au téléphone. Souvent, les jeunes vont nous dire, il n'y a rien à faire, ça arrêtera jamais. Et comme la cyberintimidation n'a pas de limite, l'impact sur l'estime de soi, l'impact sur la capacité de croire en la vie, d'espérer, est encore plus grand. Donc, je dirais, les effets dévastateurs sont beaucoup plus rapides. J'en connais une qui me parlait de ça des fois, qu'elle se mutilait. Les gens la rabaissaient tout le temps, puis qu'elle faisait souvent des statuts dépressifs. Là. Puis, tu sais, avant, j'étais quand même proche avec cette personne, fait que là, elle me disait comme qu'elle se mutilait, puis tout ça. Moi, je disais juste genre, fous-toi-en, laisse-les faire, là, puis... Mais t'es comme, c'est trop dur. Quand c'est rendu qu'il y a plein de monde qui font ça sur moi, ça gosse, puis je sais plus quoi faire, fait que je crois que c'est la seule solution. Des fois, il faut que tu saches t'en foutre des commentaires des autres. Puis, comme, avoir des... C'est difficile de s'en foutre quand tu te fais bâcher, puis ça arrête plus. À la fin, tu sais, t'as beau essayer de t'en foutre, mais c'est dans ta tête, puis ça reste là, puis tu fais juste penser à ça, là. Fait que, veux pas, ça l'affecte plus qu'on le croit, là. Quand je vois les gens banaliser encore, quand je vois des petites filles qui viennent me voir puis qui lèvent leurs manches puis qui sont auto-mutilées jusqu'à la main, à l'épaule, puis qui me disent « t'as pas vu mes jambes ». Quand je vois des enfants ou des adolescents qui viennent me voir puis qui me disent « moi, c'est plus l'intimidation, mon problème, c'est quel médicament je vais prendre pour être fonctionnel ». Quand je vois des grands-mamans, comme il y a 3 semaines à Sainte-Foy, qui viennent me voir puis qui me dit « mon petit enfant de 12 ans parle de mourir », je suis pas fier de l'être humain dans ce temps-là. Les jeunes vont essayer plein de choses. Ils vont essayer de ne pas réagir, ils vont essayer d'ignorer. Et à un moment donné, ce qu'ils réalisent, c'est que toutes leurs tentatives pour que la situation change et s'améliore, ces tentatives-là n'ont pas fonctionné. Certains jeunes vont juste abandonner. Ces dernières années, plusieurs adolescentes en sont venues à commettre l'irréparable. Amanda Todd, Rita Person et Marjorie Raymond, pour ne nommer que celle-ci. Une de ses amies, c'est une de mes amies aussi. Ben, moi, ça m'a beaucoup touchée.
Moi, je l'ai vu personnellement peut-être 1 ou 2 fois. Puis ben c'est ça, les gens, ils arrêtaient pas de la descendre puis de la rabaisser. Puis ils continuaient même s'ils voyaient qu'elle était vraiment rendue down. Puis ben ça a fini qu'elle était juste plus capable puis elle savait plus comment s'en sortir. Tu sais, il me semble que mets-toi à sa place, là, comment qu'elle doit se sentir cette personne-là en dedans. Tu sais, imagine que ça t'arrive à toi. Fait à la fin, tu décides de lâcher prise puis d'arrêter de la bâcher, mais il y a du monde qui n'a pas de limite. Puis je pense qu'elle a juste comme... Elle était plus capable, puis elle a voulu juste tout lâcher ça. Je compare souvent les enfants victimes d'intimidation aux femmes battues. Comme les femmes battues, ils ont de la difficulté à demander de l'aide parce qu'ils ont le sentiment que c'est de leur faute. Et ils vivent aussi dans la terreur que s'ils dénoncent, ça devienne pire. D'autant plus que quand on est jeune, on n'a pas de pouvoir économique, pas de pouvoir décisionnel sur notre vie. On a souvent une communauté contre nous, plusieurs agresseurs. Donc, c'est beaucoup demander à un enfant de briser le silence. Donc, il faut apprendre à le rassurer. Il faut démontrer à l'élève que oui, on est ici pour ta sécurité, que oui, tu as le droit de venir à l'école dans un contexte calme, qui n'est pas stressant. À partir de ce moment-là, c'est beaucoup rassurant pour les jeunes. Quand on parle d'intimidation, votre dépliant, en parler, c'est une question de sécurité. Parce qu'il y a des jeunes qui sont victimes, qui n'en parlent pas, ils accumulent ça. Puis à un moment donné, c'est quoi les impacts de ça? Du stress. Du stress. Tu vas-tu avoir de la misère à dormir? Oui, parce que avant de t'endormir, tu y penses. Ah non, merde, encore demain, j'espère que je ne le recroiserai pas. Puis là, tout déboule dans la tête. Puis si ça dure longtemps, ça peut aller jusqu'où? Avoir des idées suicidaires. En parler, ça aide à prévenir ça. Parce que moi, là, je vous le dis, j'en vois des victimes d'intimidation, là, puis souvent, ce qui me surprend, c'est la résignation. Oh, il n'y a rien à faire. Mais non, il y a de quoi à faire. Ouvrir la porte pour que quelqu'un fasse une intervention, c'est déjà beaucoup. Au niveau de ce qui s'était passé sur l'Internet, ben, je suis allée chercher de l'aide, je suis allée voir le policier de l'école, la directrice m'a aidée. Souvent, on a peur d'agir, puis on a peur des représailles, mais si j'avais pas dénoncé les situations dans plusieurs cas qui se sont présentés, j'aurais pas pu évoluer comme je l'ai fait, là. Sans dénonciation, il n'y a pas d'intervention, la situation rempire, puis c'est vraiment pas vers la voie vers laquelle je voulais m'en aller, là. Je voulais m'en sortir. Les campagnes de salissage orchestrées sur Internet par des adolescents peuvent être d'une incroyable violence. Ils ne sont pas les seuls à connaître les rouages de la diffamation. De nos jours, tout le monde peut être une cible potentielle. C'était quelqu'un qui essaie de me détruire. J'ai tombé comme dans un genre de dépression. J'ai pensé au suicide, j'ai pensé à tout. La cyberintimidation est un phénomène de plus en plus présent dans nos écoles. C'est un enfer quotidien pour ceux qui en sont la cible. Dans bien des cas, il semblerait que les victimes sont en partie responsables de leur propre malheur. On a un problème important chez nos jeunes filles, c'est que les jeunes filles s'exposent elles-mêmes, elles montrent leur sein, pour plaire à leurs copains du moment. On envoie une photo de nous dénudés à notre copain. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, et même des élèves de 6e année qui font ça. Ils sont en amour, sont dans le moment présent, le futur n'existe pas, mais aussi la fin de la relation ne peut pas exister.
On fait toutes sortes de folies, on explore notre sexualité. J'ai envie de montrer, envoyer une photo de moi nue à mon chum ou à ma blonde. J'y envoie la photo. Mon chum, ma blonde trouve ça bien cute, bien le fun. Puis le soir, on se rencontre, puis on a des relations sexuelles, mais quelques semaines ou mois plus tard, la relation se termine. Puis des fois, ça se termine pas bien. Une des façons les plus sournoises de faire de la peine à l'autre personne, c'est d'aller jouer justement dans tout ce qui est l'univers sexuel. J'ai une photo, je me souviens, je vais l'envoyer à tous mes amis. Tout le monde l'a reçu dans sa boîte courriel, tout le monde l'a reçu dans sa boîte Facebook. Et même si la personne regrette, elle peut pas déchirer la photo et dire « Je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça ». La photo est partie, il n'y a plus aucun contrôle. Partager des photos intimes avec l'être aimé est un risque qui peut détruire des vies. Et pas seulement celle des adolescents. L'histoire de cette enseignante en est la preuve. J'ai décidé d'aller vers l'enseignement après avoir voyagé puis avoir eu la chance de travailler avec les enfants. J'ai un très bon rapport avec mes élèves. Je suis très maman, dans le sens que je suis très généreuse, compréhensive, patiente, mais j'arrive quand même à avoir une bonne discipline. Mes élèves absolument m'apprécient beaucoup. Pour cette enseignante, qui utilise le nom d'emprunt de Jeanne Arche, rien ne laissait présager qu'elle serait la cible d'une personne malveillante désirant la traîner dans la boue. J'étais dans une situation personnelle délicate. J'étais assez fragile émotionnellement. Je venais de me séparer avec mon conjoint. Ça faisait 12 ans qu'on était ensemble. Un jour, un matin, je suis rentrée au travail comme d'habitude. Puis, il y a un éducateur spécialisé qui est venu me voir dans ma classe. Il m'a dit qu'un élève était venu le voir pour lui dire que je me retrouvais sur un site web. Il y avait une page à mon effigie sur MySpace. J'étais bouche bée, je suis descendue avec lui voir le site web. C'est là que j'ai découvert qu'il y avait une page avec mon nom au complet, mon salaire, l'école où est-ce que je travaillais. Il y avait mes préférences sexuelles, que dans le fond, j'invitais les autres à venir communiquer avec moi pour mes faveurs sexuelles. Après ça, on avait des photos de moi nue. C'est ça. Cette série de photos, Jeanne Arche la reconnaît sur le champ. Les clichés ont été pris avec son consentement, mais dans un contexte privé. Ce qu'un couple peut faire dans son intimité, puis bon, il y a une banque d'images, c'était pas prévu pour que ça soit diffusé. C'est clairement une atteinte à ma réputation, puis une atteinte à un désir que je perde mon emploi ou que, bon, ça c'est clair. Là. Moi, je l'ai su par la suite que c'était pour ça. C'était quelqu'un qui essaie de me détruire. Là. Déjà là, à la pause, j'entendais des choses dans les corridors parce que moi, je suis partie comme avant le dîner, puis j'entendais les jeunes parler, puis tout ça. Puis là, je suis partie, puis j'ai pris une semaine de congé. En très peu de temps, l'affaire prend de l'ampleur et dépasse même les murs de l'école. D'autres établissements ont vent de l'histoire. Des parents s'inquiètent. Jeanne signale à l'administration du site MySpace qu'elle est victime d'une usurpation d'identité. 3 jours passent avant que le site portant son nom ne soit fermé. Les 3 jours, là, c'est long. C'est long parce que ça se diffuse à une vitesse incroyable. Il y a eu des jeunes qui fréquentent l'école, qui ont reçu des courriels, qui ont reçu des invitations à aller visiter cette page-là. Puis il y a eu aussi des photos qui ont été envoyées, soit via Facebook ou des courriels. En tout cas, ça s'est copié-collé, puis ça a vraiment fait un feu de poudre, là.
Quelques jours avant son retour en classe, la direction de l'école a demandé aux élèves de se débarrasser définitivement des photos de Jeanne. On leur a expliqué que s'ils ne le faisaient pas, ils pourraient faire face à des accusations criminelles. Bien entendu, c'était faux, mais le subterfuge visait à protéger l'enseignante. En retournant travailler, pour moi, ça me montrait que j'étais pas responsable de cet événement-là, que je n'étais pas coupable et que je ne méritais pas ce que je vivais. Je peux pas dire que la direction m'a pas aidée, elle m'a aidée à travers ça, puis mes élèves. Le côté humain, là, il est très important. Le soutien que Jeanne reçoit l'encourage à engager des démarches judiciaires qu'elle mène parallèlement à son travail d'enseignante. Elle contacte tout d'abord la police. Le policier m'a référé à l'unité du cybercrime, puis ce que j'ai appris rapidement, c'est que tant si longtemps que la vie d'un individu n'est pas menacée directement, soit verbalement, physiquement ou avec des propos écrits, la police peut rien faire. C'est arrange-toi. Malgré ses doutes, un stress grandissant et la frustration de ne pouvoir poursuivre des démarches judiciaires, Jeanne décide de poursuivre son travail à son établissement scolaire. J'ai fini l'année et c'est là qu'en juin, j'ai tombé comme dans une genre de dépression. Après ça, je suis retournée travailler pareil, en août, fin août. J'ai eu 1 ou 2 élèves en septembre qui étaient vraiment mesquins. Moi, ma santé mentale, émotionnelle était très fragile. Puis, j'étais plus capable de gérer mes groupes, surtout ce groupe-là, avec cet élève-là. Puis, cet élève-là a commencé à m'intimider verbalement. Puis, c'est là que je suis tombée parce que j'étais pas capable. J'ai arrêté de travailler 6 mois, j'ai demandé de changer d'école. Et j'ai eu des évaluations psychologiques. J'ai toujours l'impression que les directions sont au courant parce que ça se parle. J'ai vraiment eu des moments de paranoïa. J'ai vraiment eu des moments d'angoisse extrême. De rentrer dans sa classe puis de voir des nouveaux élèves pour la première fois au début de l'année, puis de penser que c'était un frère d'un autre de cette école-là, puis d'avoir un moment d'angoisse totale où est-ce que je vois plus rien. Je suis même pas capable de donner mon cours. Ça, c'est fort. Ça te suit toute ta vie. Ça fait 3 ans, puis je commence à m'en sortir, mais ça a été un long processus. J'ai pensé au suicide, j'ai pensé à tout. Ma crainte, c'est que ça revienne, que la personne relance la bombe dans un futur. Là. Ça me suit. Le vol d'identité et la diffamation par la diffusion de faux profils est un art en pleine croissance sur Internet. Les personnalités publiques sont elles aussi vulnérables aux campagnes de salissage diffusées sur les réseaux sociaux. Il était agressif. Puis là, de temps en temps, le ton montait un peu, tu sais. Puis à un moment donné, il m'a fait des menaces. À l'ère de l'Internet, nous sommes tous des cibles potentielles pour les diffamateurs sévissant sur le web. Les personnalités publiques ne sont pas à l'abri de ces attaques. Il est difficile de filtrer tous les commentaires qui peuvent être émis par les internautes. Les trolls, des gens tenant des propos diffamatoires sur les réseaux sociaux, sont en effet difficiles à stopper. Un troll, c'est un fouteur de merde. Moi, je préfère dire que c'est des trous de cul, mais tenons-en nous à fouteur de merde. Qui va aller dans un fil de discussion Twitter, qui va aller sur une page Facebook
et dont la simple motivation est de faire envenimer des conversations ou de s'opposer systématiquement pour le plaisir de s'opposer systématiquement. Michelle Blanc, à titre d'experte en stratégie web, est très présente sur les réseaux sociaux. Elle subit les foudres des trolls de façon quotidienne. De par mon double statut de personne connue et de transsexuel, sur une base régulière, je reçois des menaces. Je reçois des commentaires disgracieux. J'attire différents personnages qui ont soit besoin de se valoriser, qui ont soit besoin de se défouler ou qui sont tout simplement homophobes. Jean-François Champagne, un Montréalais de 21 ans, est l'un de ces trolls. Des accusations de harcèlement et de menaces de mort ont été portées contre lui. Il s'est attaqué à plusieurs personnalités québécoises sur Twitter. Michelle Blanc, Mitsou, Charles Lafortune, Véronique Cloutier et Guy Lepage sont au nombre des victimes de celui qui sévissait sur Twitter sous le nom d'@JeffSapre. Lui harcelait via un nombre assez élevé de profils Twitter, Facebook. Son intimidation, son harcèlement sortait du web pour se retrouver aussi dans la vraie vie, puisqu'il envoyait aussi des lettres de menaces. Michelle Blanc a largement contribué à l'arrestation de celui qui terrorisait la communauté artistique de Montréal. J'avais identifié l'adresse IP, l'adresse physique, le numéro de téléphone et le nom de l'individu. C'était assez plaisant d'apprendre qu'une fois que la police a cogné à sa porte, cet imbécile-là a essayé de noyer son serveur dans sa douche. Mais même s'il avait réussi à noyer le serveur, je vous informe que même si vous prenez un disque dur et vous le tirez dans le fleuve, il y a toujours moyen de le sortir du fleuve et de remonter toute l'information qui était sur le disque dur, y compris l'information qui a été effacée. Un autre troll s'est attaqué à la communauté artistique québécoise, Blassorama. Pendant le printemps érable, il y avait pas mal d'activités sur Twitter. C'était assez chaud. Tu sais, j'en profitais, puis moi, j'étais carré rouge, tu sais, clairement, j'étais contre la hausse des frais de scolarité, puis... Fait que j'écrivais ce que je pensais. Puis il y avait un gars, en tout cas, je sais pas si c'est un gars, parce qu'il y avait une face de chat. Il y avait un chat, en fait. Il y avait un chat qui était un peu agressif avec moi, puis avec d'autres personnes, tu sais. René-Carl Tanguay, 32 ans, alias Blassorama, se cache derrière l'image d'un chat pour s'en prendre à des personnalités publiques sur Twitter. Julie Snyder, Kagan Vanas, Claude Poirier et Dominique Arpin sont au nombre de ces victimes. De temps en temps, il m'en envoyait une plus ou moins cool, là, tu sais. Moins de classe, là. Tu sais. Il était agressif. Puis là, de temps en temps, le ton montait un peu, tu sais. Puis à un moment donné, ben, il m'a fait des menaces, tu sais. Je vais te détruire. Je vais te détruire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai appelé la police. En mai 2012, Blassorama est arrêté à son domicile par la Sûreté du Québec. Tu sais jamais à qui tu parles, en fait. Tu sais jamais. C'est quand même des menaces. Tu sais, il y a des drames qui peuvent arriver des fois, puis à l'origine de ces drames-là, il y a des jokes.
Puis là, on se dit tout le temps, OK, comment ça se fait qu'on n'a pas vu? Comment ça se fait qu'on n'a pas su? Comment ça se fait qu'on n'a pas prévenu l'affaire? Ça commence toujours par des anecdotes comme ça, tu sais. J'ai fait, non, là, je prendrai pas de chance. On sait jamais. Le cyberespace est un monde en constante mouvance. Si ces fluctuations sont difficilement prévisibles, une chose est certaine. Elles peuvent, du jour au lendemain, transformer la vie d'innocentes personnes en un réel enfer. Au niveau de l'impact dans la vie de ces adolescentes-là, ça a brisé des vies. Il y a des liens qui ont été rompus. Il y en a qui ont sombré dans la dépression, qui ont dû suivre des thérapies. Il y a des matins que j'étais pas capable de me lever. Je faisais des migraines, des maux de tête chroniques. C'est la répétition qui fait qu'on détruit quelqu'un. C'est toxique. J'ai pensé au suicide, malheureusement, et ça allait pas bien. Le philosophe Martin Heidegger disait « Là où croit le danger, croit également ce qui nous sauve ». Les médias sociaux représentent un changement vraiment très profond. Il faut se méfier, je crois, de tout mettre sur le dos d'une technologie. Par exemple, de dire « Ah ben, c'est la faute des médias sociaux ». Ça s'inscrit toujours dans des ensembles plus larges. Il faut se rappeler que ce sont des rapports humains et qui souvent ont leurs racines dans quelque chose de beaucoup plus loin que la simple technologie. Facebook, c'est comme un couteau. Un couteau, là, tu peux faire une sandwich de beurre de pinot, puis tu peux éventrer quelqu'un. Puis, en aiguisant le couteau, tu peux te couper. Dans tous les cas, c'est pas la faute du couteau. C'est tout le temps de la faute de l'usager.